Voilà. Alors, donc on va parler de construction de spectroscopes. Alors, la première précision à faire, c'est que effectivement, nous, c'est la construction d'un spectroscope en impression 3D. Alors c'est vrai que la société Cheliac propose aussi un UVEX qui est en métal. Donc les conceptions entre ces deux instruments sont assez proches. Mais nous, notre objectif, hein, c'est un projet open source, qui se fait open source, donc de pouvoir créer soi-même son propre instrument. Voilà, alors on va parler un petit rappel historique du projet, de la constitution de l'équipe. Les objectifs du projet UVEX, ça ne consiste pas uniquement en fait à la construction d'un spectroscope, c'est un peu plus large. On verra les spécificités de ce type d'instrument par rapport à ce qui se fait couramment. Des éléments innovants, hein, on va en reparler. Et à la réalisation et au réglage, ça c'est un point qui me semble important lorsqu'on rentre dans cette aventure, hein, de construire soi-même son propre instrument. Il est important d'avoir un support technique des gens qui peuvent vous aider parce que la réalisation, ça présente toujours de temps en temps quelques surprises. Et donc c'est tout à fait rassurant d'avoir des gens qui peuvent vous aider. On parlera bien sûr de ce qu'on peut faire avec quelques exemples, hein, qui sont choisis. Et on parlera à la fin d'une perspective et éventuellement d'une démo, mais je suis pas sûr d'avoir le temps. Alors l'historique, c'est un projet donc initié par Christian, hein, bien sûr, comme beaucoup de projets en spectroscopie. Alors c'est un spectroscope qui a, il a débuté dans les années 2014, hein, je sais pas, Christian. Il est là. C'est bien ça. Et donc, il a commencé déjà. C'est vieux. C'est vieux. Et donc, en fait, voilà, par l'intermédiaire de Pierre Dubreuil, hein, c'est Christian, et bien en fait, Christian à l'époque n'avait pas d'imprimante 3D. Voilà, donc il n'était pas encore là-dedans. Et en fait, il cherchait des gens qui pourraient lui donner une aide pour la construction de ce spectroscope, parce qu'il avait déjà senti l'intérêt de l'impression 3D dans ce type de réalisation. Voilà, donc en fait, on a élaboré avec lui, hein, on a travaillé ensemble, hein, vous avez ici les 4 protagonistes avec Christian au centre. On a réalisé donc une première version, une version 3. Hein. Alors, cette version 3, c'était un premier jet, hein, on découvrait là aussi la fabrication en 3D, voilà, donc il est intéressant ce spectroscope, il souffrait de quelques défauts, et notamment d'un nombre de réglages assez important, un degré de liberté assez important, donc ce qui rendait un peu la mise au point de ce spectroscope un peu plus compliqué. Donc on a fait ensuite une version un peu plus élaboré à partir de ce retour d'expérience. Et donc depuis un an à peu près, on a finalisé un spectroscope avec plein d'éléments nouveaux, et notamment, on va en parler au niveau de l'électronique. Alors les objectifs, ce qui est important dans ce type de projet, c'est pour nous en fait, c'est construire. Construire soi-même, c'est comprendre le fonctionnement. Voilà, on est dans une logique où on n'achète pas une boîte pour obtenir des résultats, hein, on le fabrique nous-mêmes et effectivement on comprend beaucoup mieux comment fonctionne un spectroscope. C'est donc la réalisation d'une solution complète avec tous les aspects liés à la calibration et à l'autoguidage, hein, qui font partie intégrante, hein, bien sûr, de la spectroscopie. Réaliser un spectroscope évolutif, ça veut dire quoi évolutif? Ça veut dire en fait qu'on va partir d'un spectroscope de base, c'est-à-dire on va dire manuel, classique, et de pouvoir le faire évoluer de façon, en rajoutant des fonctionnalités, jusqu'à un spectroscope qu'on va vous présenter dans sa globalité avec différentes fonctionnalités de motorisation. Voilà.
Modulaire en sens qu'on va pouvoir, dans ce spectroscope, on va essayer d'assurer un certain nombre de compatibilités. Par exemple, si vous avez un module d'autoguidage, hein, certains d'entre vous, vous avez un Alpi qui traîne à droite à gauche, et ben en fait vous pouvez récupérer par exemple le module d'autoguidage et l'utiliser dans ce spectroscope. Voilà, on a voulu faire quelque chose d'assez modulaire, voilà, donc, qui doit répondre en fait en fonction de vos propres besoins. Trouver des solutions techniques économiques, il ne faut pas faire cher. C'est-à-dire que c'est vrai, ce qui nous a animés, c'est de diminuer au maximum les coûts. Hein, parce que c'est vrai qu'un spectroscope, c'est pas donné, c'est un investissement certain. Donc ce qui nous a motivés, c'est d'essayer, en utilisant des composants peu chers, c'est-à-dire qu'on trouve communément sur Amazon, de pouvoir réaliser des solutions techniques, certes peu chères, mais fiables, efficaces. Alors, on s'est orienté vers une motorisation d'un certain nombre d'éléments. Quand on va revenir, la fente, le réseau et la focalisation. Voilà. On parlera des solutions de calibration, qui est un véritable sujet. Et effectivement, le pilotage à distance, c'est quelque chose d'important. On vient de le voir avec l'exposé de Spot, de pouvoir maintenant piloter ces instruments à distance. Je pense que c'est l'avenir. Alors, au niveau du schéma optique, donc c'est un schéma optique sur la base d'un schéma Cerny-Turner croisé, c'est-à-dire que, en fait, la grande... C'est classique, hein, ceux qui connaissent un peu la spectroscopie, bon, vous avez une fente d'entrée, Spot, donc une fente d'entrée, voilà. Ici, vous avez donc l'optique de collimation. Alors la spécificité de ce type de spectro, c'est qu'on utilise des miroirs. Hein, et les miroirs, par définition, ils sont achromatiques. Et donc ça, c'est un élément très intéressant. Hein, parce que le chromatisme, vous le savez peut-être, pose des problèmes sur certaines régions du spectre, avec les spectros classiques. Donc vous avez l'optique de collimation, hein, son objectif et de rendre les rayons parallèles pour attaquer ici le réseau qui va décomposer la lumière. Ici le miroir N2, donc l'optique qui va servir à réaliser une image. Ici vous avez une lentille cylindrique juste avant le capteur afin de réduire la hauteur et d'éviter un certain nombre de problèmes d'astigmatisme. Voilà. Alors la motivation de Christian au départ, c'est de réaliser en fait, de travailler plutôt dans l'ultraviolet. Donc initialement, ce type d'optique est bien sûr adapté à l'ultraviolet, mais on va voir que c'est pas, en fait, on peut faire beaucoup plus que de travailler dans l'ultraviolet. Ça marche très bien dans le visible, en fait ça marche très bien dans l'infrarouge, ça marche très bien partout. Alors ici vous avez au niveau des coûts, parce que bon, c'est quand même quelque chose d'important, ici vous avez toutes les références, et vous avez ici, on l'a refait hier, avec les derniers coups, voilà, vous avez un ordre de grandeur au niveau de l'optique, le coût Alors comme je le disais, l'intérêt initial de ce spectro, c'était de travailler dans l'ultraviolet. Voilà, donc ça c'est les résultats de Christian, qui a publié déjà un certain temps là-dessus, et effectivement, bon, on ne peut pas descendre en dessous de 0,3 micromètres, hein, à cause de l'atmosphère, et donc là on voit effectivement, il a pu, avec ce type de spectroscope, mettre en évidence les bandes de Huggins qui sont liées à la présence d'ozone dans l'atmosphère. Alors le système UVEX a évolué, hein, comme je le disais, donc on avait une version UVEX 3 qui était totalement manuelle, et un système de Calibrex 2 qui servait à la calibration et l'autoguidage. Dans la nouvelle version, on a séparé les fonctions ici de guidage et de calibration. On va y revenir, et ici vous avez donc l'UVEX. Alors là vous avez les prix, hein, à titre indicatif, hein, donc on va voir qu'il y a deux types de versions. Il y a une version dite de base, c'est-à-dire tout à fait manuelle, hein, et ici une version un peu plus élaborée, donc un peu plus complexe certes à construire, mais voilà, qui présente quand même des avantages.
Alors ici, ben, vous avez, donc par exemple, ça c'est le setup de Stéphane, hein. Donc il a un C11, vous avez ici ben, l'UVEX, ici le Digidex, c'est marqué, donc ça c'est le module d'autoguidage avec la caméra d'autoguidage. Ici l'électronique, on va y revenir, et donc la calibration, cette fois-ci, elle se fait à l'entrée du tube. Alors l'impression 3D, en fait, l'impression 3D a quand même révolutionné notre approche qu'on a de la fabrication des appareils. L'impression 3D est devenue populaire, elle a d'énormes avantages pour nous, amateurs, pour réaliser un certain nombre de pièces. On peut élaborer donc des pièces assez complexes, relativement facilement, en une seule opération, et pour un coût tout à fait intéressant. Alors bien sûr, ça nécessite de maîtriser l'impression 3D, voilà, mais on y arrive. Alors, là, par exemple, vous avez un certain nombre de caractéristiques. Hein, donc on a bien sûr un poids très très faible, enfin, par rapport à d'autres systèmes équivalents. Donc ça, c'est quelque chose d'assez avantageux. La matière qu'on utilise, c'est du PETG noir opaque, hein, c'est une vraie matière plastique. Hein. Là, vous avez, donc ici, vous avez des éléments quantitatifs qui vous donnent un certain nombre de caractéristiques. Alors, nombre de pièces, c'est... Alors, sur la version de base, c'est 24 pièces, on va y revenir. Et la durée d'impression, au total, c'est 50 heures. C'est vrai que c'est un processus certes intéressant, mais assez long. Par exemple, pour cette pièce-là, la partie périphérique, hein, on doit à peu près avoir, on met 12 heures pour la faire. Voilà, alors par exemple, l'UVEX standard, et bien, vous avez ici les différentes pièces qui constituent ici cette version-là, classique, donc avec un certain nombre d'éléments. En fait, ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, ça se monte, on en a monté plusieurs, hein, ça se monte en un peu plus d'1 heure. Hein. Voilà, alors on y reviendra, bien sûr, il y a de la documentation qui va avec, hein, mais ça se monte relativement... J'aurais dû, j'ai mis 1h15. Ça cause du ressort. Oui. Alors, sur la version... on avait une version motorisée, alors qui est un peu plus compliquée, forcément, hein, donc avec, cette fois-ci, vous voyez, un certain nombre de petits moteurs, hein, là encore, c'est des petits moteurs qui coûtent 5 €, hein, donc on a, bien sûr, voilà, c'est des éléments qui coûtent pas très cher. Voilà, donc il y a un peu plus de nombre, il y a un peu plus de pièces, bien sûr, à fabriquer, mais bon, ça se monte, alors, ça se monte. Alors, au niveau de l'architecture, parce que c'est de la motorisation, donc il y a une carte électronique qui va gérer le système, hein. Donc en fait on est parti sur un microcontrôleur Arduino classique qui est relativement facile à programmer, hein. Donc en fait c'est un Amiga 2560, hein, pour ceux qui connaissent un peu, et donc ce microcontrôleur va gérer le réseau, le focuseur, la fente, et va stocker en permanence toutes les informations dans les PROM. Alors ça c'est un côté intéressant, c'est-à-dire qu'en fait le spectro est autonome. C'est-à-dire que si vous prenez ce spectro-là, on l'a fait plusieurs fois, vous le mettez sur un autre ordinateur, vous redémarrez tel qu'il est. Voilà. Donc toutes les informations, les positions des réseaux, des fentes, etc., tout ça est sauvegardé en permanence dans les PROM, et donc vous repartez toujours dans l'état où il se trouvait à la dernière coupure d'électricité. Alors, un élément aussi intéressant qui a été perçu dans les différents exposés, c'est la communication. Donc en fait, on communique avec ce spectro soit en liaison série classique, donc on a ici défini une syntaxe, voilà, des codes, c'est-à-dire que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout simplement, à partir de n'importe qui, vous pouvez fabriquer vous-même votre propre logiciel pour commander le spectro. C'est-à-dire que bon, nous, on a fait bien sûr un logiciel qui tourne sur Windows, mais on peut, voilà, il y a toute une syntaxe, hein, Un protocole de commun. c'est un protocole de communication à la sauce LX200. Ceux qui connaissent un peu, c'est un peu pareil. Donc vous avez ici, voilà, ça c'est pour la gestion du réseau, vous avez des paramètres, etc.
Donc ça, c'est une possibilité de communiquer avec ce Spectro. Une autre possibilité, c'est d'utiliser, on a intégré un module Ethernet, donc en connectant ça sur un routeur, à ce moment-là, vous pouvez, à partir de l'ordinateur, communiquer là-dessus, sur Ethernet, et on peut communiquer aussi. On a intégré un module Wi-Fi qui peut être utilisé pour commander le Spectro, mais actuellement, on l'utilise pour commander en fait le module de calibration. Voilà. Donc l'intérêt du Wi-Fi, bien sûr, c'est le sans fil. Donc ça, c'est intéressant. Ça, on en a parlé. Voilà. Donc à quoi ressemble cette partie électronique? Et bien, ici, vous avez la carte mère. Hein, là, on reconnaît ici le microcontrôleur, hein, l'Arduino. Vous avez ici deux petits composants qui sont les drivers pour gérer les trois moteurs pas à pas. On peut en mettre un quatrième. Alors, oui, il y a la place pour mettre un quatrième. Ici, vous avez le module ESP qui gère le Wi-Fi, là, le module Ethernet. Donc en fait, au niveau de l'architecture, c'est relativement simple, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Et donc ici, on a aussi on a un faisceau de câbles. Hein, donc la carte électronique, elle se trouve ici, faisceau de câbles qui est relié ici à une mini-carte sur laquelle on a aussi intégré un capteur de température. Et voilà, alors tout ça, pourquoi on a mis ça? Ça permet d'optimiser en fait les fils, parce que voilà, les fils peuvent poser des problèmes. Bon, mais là, dans cette conception, les fils passent au-dessus, donc on n'est pas gêné par n'interviennent pas, ça ne coupe pas le faisceau optique. Alors, quelles sont les motorisations? Là, la première motorisation qu'on a mis au point, c'est la fente tournante. Alors ça, à ma connaissance, je crois que c'est le seul spectroscope qui possède ce type de fonctionnalité. Alors ça, c'est un point important, parce que si vous faites un peu de spectro, je ne connais pas grand monde qui a changé sa fente pendant la nuit. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut démonter le spectro, faut changer, hein, c'est assez long pour recentrer bien la fente comme il faut par rapport à la caméra, etc. Donc on ne le fait pas, donc on a la fente, on ne touche surtout pas. Là, en l'occurrence, on a une fente, on a 6 fentes, ici vous avez une... Alors c'est une fente claire, hein, donc on a 6 fentes avec différentes largeurs de fente, 10, 15, etc. Et on a un petit moteur, hein, toujours nos petits moteurs à 5 € là, qui sont donc il y a un petit coupleur ici. Ici on a bien sûr tous les éléments tournants sont sur des petits roulements, ça coûte pas très cher. Et on a comme ça on a des super, on a des mouvements réguliers. Et donc là vous avez ici quelque chose qui va tourner, donc un support de fente, et la fente est ici, d'accord? Alors, bien évidemment, tout a un prix, hein, c'est-à-dire que ces petits moteurs, alors ils possèdent un motoréducteur à l'intérieur tout petit, mais il y a toujours du jeu, forcément. Là, ça ne pardonne pas, le jeu, ça pose des problèmes. Si vous n'avez pas la fente toujours au même endroit, c'est un peu gênant. Alors on a mis au point un petit système pas très compliqué de LED et de photodiodes. Donc si vous voyez, vous avez 6 petits trous ici, qui sont en face de chacune des fentes. Et donc là, vous avez une LED qui va éclairer la photodiode. Donc on va s'assurer, on va détecter en faisant tourner. On va faire là j'ai une petite. Ça ira plus vite, tout à fait. Ça tourne, non? Ça marche? Oui, c'est bon, c'est parti. Donc en fait, là vous voyez le dispositif. Donc il y a 2 étapes, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc ça tourne relativement rapidement. Et ensuite, ça met, on a une séquence, voilà, là ça tourne, grosso modo on va dans la bonne région, et ensuite, pas à pas, on mesure, ici vous avez une indication d'intensité, voilà. Il détecte le maximum d'intensité, et après, par le réglage, avec un offset, on se repositionne exactement au même endroit. Voilà. Donc on a en fait on a un système qui est tout à fait reproductible. Vous faites 10 fois la manip et vous revenez toujours au même endroit. Donc ça c'est quelque chose d'important parce qu'on peut changer, on verra dans les exemples, on peut changer en pleine nuit, à tout moment, on peut changer la largeur de la fente, ce qui est
hein, vous le savez, un élément critique hein, qui intervient dans la résolution. C'est-à-dire qu'on a toujours... en fait, la fente, c'est un compromis entre la quantité de lumière qui rentre dans le spectro et la résolution. Hein. Donc, bien évidemment, l'idéal, c'est d'avoir les fentes les plus étroites, mais forcément, voilà, on a beaucoup moins de lumière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez adapter en cours de soirée, en cours de l'observation, vous pouvez adapter en fonction de votre propre besoin. Alors ça, au niveau des cibles, mais ça peut être au niveau, par exemple, des focales. Bon, par exemple. Donc voilà, et à côté, vous avez bien sûr ici un petit logiciel qu'on a développé qui permet de piloter entièrement la fente, comme on le souhaite. Manuellement. Manuellement ou en automatique, bon, voilà, tout un tas de fonctionnalités, on peut tout contrôler, bien sûr. Il y a un petit truc sympa, c'est que comme il y a une LED, on peut éclairer à tout moment la fente et voir ce qui se passe au niveau de la fente. Voilà, donc ça c'était la motorisation de la fente. Motorisation du réseau. Voilà, donc le réseau, hein, c'est l'optique dispersive qui va donc décomposer la lumière. Alors ici on a fait une petite... donc là vous avez le spectre, voilà, le spectre visible, dans le domaine visible. Alors ça c'est... On a choisi, on a la possibilité de changer les réseaux, hein, 300, 600, 1200, on peut même aller jusqu'à 1800 traits par millimètre. Et donc là, vous avez, alors le 300 mm, c'est-à-dire que sur une ASI, c'est un exemple, on a fait un calcul sur l'ASI 183, hein, qui fait 13,2 mm de largeur. Bon, pratiquement, on a tout le spectre visuel. Bon. Par contre, dès que vous commencez à utiliser un réseau de 600 ou de 1200, là, vous n'avez qu'une partie. Alors ça permet en fait de se déplacer dans le spectre. Alors, ici vous avez quelques indications concernant les résolutions mécaniques, ici, hein, parce que c'est vrai qu'on a un step, c'est donc un pas moteur, ça correspond ici à 1200 traits, à 50 Armstrong, 51 Armstrong, et ici vous avez donc les résolutions. Alors bon, bien sûr que les résolutions vont dépendre de la fente utilisée, mais ce sont des ordres de grandeur. C'est 23 microns plastique. Comment ? C'est la fente de 23 microns. Oui, d'accord. Voilà, donc comment est constitué le dispositif? Donc là, vous avez donc le réseau. Ce réseau est monté sur un support. Ici, vous avez un roulement. Derrière, vous avez le moteur. Et ici, comme pour la fente tournante, on a une remise à zéro, un effet Hall. Ça permet de positionner systématiquement l'ordre zéro. Voilà. Donc, en fait, tout est calculé par rapport à l'ordre zéro. C'est-à-dire que la première étape, lorsqu'on règle le spectro, il faut chercher l'ordre zéro. Voilà, on fait, et donc ensuite, on va se balader dans les longueurs d'onde, on va le positionner en calculant toujours à partir de l'ordre zéro. Voilà, et donc ici, on voit qu'en déplaçant, donc ici on a fait notre petit driver qui permet vous choisissez ici la longueur d'onde et vous faites un go-to et vous déplacez dans la zone. Alors c'est pas la chambre près, hein, bien sûr, hein, mais c'est dans la zone qui vous intéresse. Alors ça c'est pratique, hein, surtout au démarrage, quand vous ne connaissez pas trop les spectres, vous ne savez pas trop où vous êtes, hein, et si vous avez utilisé déjà des spectres manuels, que vous déplacez le réseau, c'est la galère, on va trop loin, on va trop près, vous passez 3 plombes, donc quand vous avez un réglage, surtout vous ne touchez pas. C'est bon, c'est bon. Là, on peut y aller gaiement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Troisième motorisation, c'est la motorisation donc, de la mise au point. Donc on va déplacer ici, on va déplacer le miroir M2, donc avec un moteur, là encore pareil, un petit moteur, un petit axe, un petit vis, un petit aimant comme d'habitude pour déterminer le zéro, et voilà, on va déplacer, et donc on va réaliser la focalisation. Là aussi, ça c'est très intéressant, parce qu'on le fait toujours à distance. Et donc voilà, alors contrairement à l'UX3 où on déplaçait la caméra, ce qui était toujours un problème, parce que quand vous déplacez une caméra, ben forcément vous donnez un tilt et il faut refaire le... Voilà, on y arrive, hein, c'est pas infaisable, mais là c'est beaucoup plus confortable. Alors là encore, bien sûr, pour éviter
Hein, c'est quand même du plastique. Hein, bon. Donc il n'y a pas de roulement ici. Donc pour minimiser en fait les effets dus au jeu, parce qu'en fait ici on a des tiges métalliques et ici on a donc des trous. Bon, pour minimiser les jeux, ben, on a mis des ressorts hein, qui font le job. Qui font tout à fait le job. De toute façon, je veux dire, la mise au point, elle se fait pas à chaque fois. Hein, donc voilà. Donc même si vous avez, ça arrive, hein, quand vous déplacez le miroir, forcément, lorsque vous regardez le spectre, vous avez un déplacement de votre léger de votre spectre. Ça gêne en rien, dans la mesure où, lorsque vous faites vos sprays, la calibration, vous touchez la focalisation. Voilà. Alors au niveau de la calibration, alors Pierre nous a développé un sorte de cache. Alors au départ on voulait l'appeler cache-sexe. On m'a dit, non, c'est ambigu ton truc, on va avoir des problèmes. Bon, alors on trouvait un nom plus évocateur, moins sexy, d'accord, mais c'est cache calibration motorisée, CCM. Donc en fait sa fonction, c'est quoi? Et ben, en fait la calibration, donc là aussi il faut assurer la calibration en automatique. Donc ici vous avez ici une sorte de raquette, hein, comme on peut le trouver sur les stands là pour faire des PLU, hein, et on a mis dessus des lampes de calibration, c'est-à-dire des néons, et des tungstènes pour faire les flats. Voilà. Et donc c'est un dispositif qui est piloté ici par une simple carte que vous achetez pour 15 € chez AliExpress, hein, qui possède 4 relais et un ESP. Donc on peut piloter ça en Wi-Fi, et ici vous avez un petit driver. Voilà, c'est tout l'électronique se résume à ça. Donc c'est extrêmement simple. Alors bien sûr, nous, notre UVEX peut piloter par Wi-Fi ceci, mais Pierre a pensé à tous les spectroscopistes, à la communauté qui, on voit sur les forums, cherche des solutions de calibration, et donc vous pouvez le piloter. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de montrer, je vais vous faire voir. De montrer la démo, mais en fait, à partir d'une application, on vous pilotez. Je l'allume. Ça impressionne ça. Je le ferme. Tout le monde ne voit pas, mais le machin, c'est le truc qui bouge dedans. Là. Et vous avez aussi l'allumage et lampe néon. Là, j'ai pas branché le 220, mais on choisit le néon, le tungstène, et on ouvre. Et tu peux piloter la cafetière aussi, non? Ça va venir, ça va venir. Faut que je change la carte, mais c'est pas Voilà, donc on a ça. Bah voilà. Voilà, ça c'est chez moi. Ça marche pas le truc? Ah, on revient en arrière. J'essaye. Voilà. La vidéo, elle est où? Ça va. Ah, bon, ça va ou pas? Ça marche pas. Si je fais entrer, c'est bon? Non. Si je fais... Non, ça marche pas. Bon, enfin voilà. Bon, mais vous l'avez vu en vrai. Vous l'avez vu en vrai. Ça marche très bien. Alors on a fait. Tu l'as fait toi sur ton RC8, mais on l'a fait aussi sur mon 12 pouces et ça marche, la raquette. Voilà, ça peut aller loin. Voilà, donc la calibration. Alors la calibration, c'est un élément important, bien évidemment, hein, vous savez. Donc on utilise plusieurs lampes et notamment. Alors le problème ici, dans ce montage optique, c'est l'astigmatisme. C'est-à-dire que ce spectroscope, comme il travaille hors axe, c'est difficile d'avoir une netteté parfaite sur toute la hauteur de la fente, en général. Oui. Juste une précision, est-ce que tu peux nous donner l'ouverture du spectrum? Son ouverture? Il est à 8. L'optimal, hein, Christian, c'est 8. 8, Après 8, ouais. On peut On peut aller plus descendre loin, à on peut aller faire on peut monter à 10. Voilà. Ça passe. Ouais, ici c'est 1700, ça passe. Ça passe encore. Le problème, c'est que quand tu ouvres à 5, tu as un d'astigmatisme qui augmente de façon petit. Le champ devient réduit. Le champ va se réduire. D'accord. Et tu auras juste la bande centrale, il faudra bien centrer l'étoile au centre. Mais il est taillé pour un effet central. Voilà. C'est-à-dire que, en fait. Avec une barreau, ça passe à 4. Avec une barreau? Oui. Ah oui, si tu as un 4. Ça fait 8, c'est bon. Oui, parce que là. Mais Pas d'UV, hein. attention, le barreau interdit parce que si vous faites de l'UV. Et voilà. Oui, ça coupe UV. Non, ça dit ça. Voilà. Le chromatisme. Alors il faut le télescope aussi ad hoc, hein. Le RC ça marche, mais si vous prenez un Schmidt Cassegrain, bon, il y a une lame de fermeture. Ça passe un peu l'UV quand même. Ouais, c'est pas évident. Donc effectivement, ça c'est un point important.
au niveau de la prise de spectre, c'est-à-dire, alors là, bien sûr, je crois que tu l'as fait avec une lampe de néon, mais en fait, à chaque fois que vous mettez une lampe de néon, vous avez, en fait, ça ne matche pas exactement, vous avez un léger décalage. Et donc, en fait, nous, on a estimé avec 2, ça suffisait. Au départ, on le faisait avec 4, espacé de 90 degrés, donc on avait 4 profils différents, bon, c'était un peu compliqué. On met les 4 lampes alignées à la verticalité par rapport à la fente. Voilà. Donc ça nous donne une idée, et donc on va déterminer ici, on va déterminer la zone où il faut effectivement mettre le spectre. Et ça soit très bien. Ça se passe très bien. Alors le Guidex, ben voilà, bon, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. On a rajouté un support de filtre d'ordre. Un filtre d'ordre, oui, et lorsque pour l'infrarouge, hein, lorsque vous travaillez dans l'infrarouge, pour éviter le recouvrement d'ordre, il faut mettre un filtre rouge. Voilà, là on met les prix, hein, pour donner un ordre de grandeur sur les optiques, hein, Torlabs, 10 minutes, oula. Ok. Bon, alors rapidement, on a développé donc un logiciel. Alors c'est un logiciel qui fonctionne, qui peut être, donc qui se télécharge sur le site. Hein, vous l'installez très facilement sur les plateformes Windows. Hein. Il se met à jour automatiquement et vous demande, voilà, à chaque fois qu'il y a une modification. Donc que fait cette appli? Elle gère bien sûr le réseau. On l'a vu, la focalisation, la gestion des fentes, la gestion de la calibration, hein, pour commander les lampes, la configuration du spectroscope. Donc initialement, quand vous avez le kit électronique, vous pouvez configurer sur mesure votre spectro, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas la gestion de fente parce que ça ne vous intéresse pas, vous une fente chez Eliac par exemple 22 microns, ça marche nickel, il n'y a pas de problème. Ici vous configurez votre spectro sur mesure. On teste les composants, ça c'est important, hein, les dysfonctionnements, hein, ça peut arriver, donc à tout moment vous pouvez tester si un élément fonctionne ou pas, et vous avez des mises à jour automatiques des différents logiciels sur l'Arduino, sur les ESP, hein, les Wi-Fi, etc. Alors, comme je le disais en introduction, ce qui est important dans ce type de projet, c'est le support. Quand vous faites un truc do it yourself, il y a intérêt d'avoir... Voilà, d'être aidé parce que, bon, voilà, il se passe toujours des différents problèmes. Alors, on a essayé au maximum de rendre les choses les plus faciles pour vous. Donc, voilà. Donc, le projet, vous pouvez l'aborder de différentes façons. Soit à partir de zéro. Hein, on a des Espagnols. Hein, un Espagnol qui a fait... on lui a donné les PCB, hein, c'est-à-dire les cartes mères, et il s'est débrouillé tout seul. Il a tout fait de A à Z. Voilà. Ou, si vous êtes moins à l'aise, à ce moment-là, on peut... proposer des kits électroniques ou plastiques, voilà, c'est dur sur mesure. Et donc ça c'est un point important, donc on a un site bien sûr qui explique tout ça, les montages, un forum d'échange, voilà, équipe en plein travail, des trucs, vous regardez le cahier, quand même, on travaille. Voilà, alors on a aussi, et ça c'est quelque chose d'important, et je sais qu'avec avec les nouvelles évolutions, avec la nouvelle base de données... Ouais, on a des concurrents. Voilà. Donc en fait, moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, au début, pour la SpectroLab, le premier problème que j'ai eu, c'est de dire, ce que j'obtiens, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce qu'en fait, quand vous voyez une image, ok, c'est facile de voir. Ah oui, l'image, la focalisation, la stigmatie, les problèmes optiques, etc. Dans un spectre, bon, quand vous êtes débutant, pas évident hein, de savoir. Et donc, il nous a paru intéressant de développer un outil interactif, c'est-à-dire que de pouvoir déjà échanger et comparer nos propres spectres. Déjà, on a commencé comme ça. Donc, on a développé une base de données accessible sur Internet. Hein. Donc, voilà, donc on a des critères de sélection classiquement. Et on a une fenêtre qui permet de... On a tout un tas de fonctionnalités hein, que je ne développerai pas, mais qui permet de comparer la qualité des spectres. Alors ça, c'est un intérêt. Premièrement, on a été surpris, c'est rassurant. Quand vous avez quelque chose qui... Ah, j'ai le petit copain qui a obtenu à peu près la même chose, et ben, ça vous encourage, hein, c'est motivant. Ça permet aussi de progresser, parce que de temps en temps, vous voyez ici, vous avez parfois des problèmes de résolution, alors des problèmes bien sûr évidents, d'étalonnage, hein, en longueur d'onde, ça arrive, voilà. Et donc ça c'est un outil, pour moi, qui me paraît très, très intéressant pour débuter dans la spectro, ça permet
moins seuls. Comment? Ils sont moins seuls. On est moins seuls, mais c'est rassurant. Alors quelques exemples, rapidement, quelques exemples. Ben voilà, donc on a confirmé que M57 est une nébuleuse planétaire, je ne sais pas si Pascal est là. Voilà. C'est un résultat. C'est trop tard. Ben oui, Voilà. c'est jamais. Alors on peut faire de la spectro-ludique aussi. En fait, on peut expliquer pourquoi Neptune est bleu maintenant. Lorsque vous regardez le spectre, alors du Soleil bien sûr, le Soleil c'est blanc, Jupiter c'est un peu moins blanc, hein, c'est plutôt orangé, et ainsi de suite. Et donc on voit qu'effectivement, pourquoi Uranus c'est cyan, parce qu'on a, alors on le voit pas trop bien sur l'écran, mais en fait c'est cyan parce que c'est bleu et c'est vert, donc en fait à partir de là c'est cyan, etc. Donc voilà, bon, quelques résultats. Pierre a insisté pour mettre son spectre. J'avais pas le choix. Donc spectre d'Uranus. Voilà, alors on peut faire, on appelait ça la moyenne résolution pour grâce à notre fameuse fente tournante, à partir d'un 1200 ici, en fait on voit là, ici vous voyez que la fente est légèrement inclinée, c'est bien sûr par effet Doppler, la rotation de Saturne. Donc on l'a calculé, grosso modo c'est plus ou moins un pixel, à 0,2 Armstrong ça fait 10 km par seconde, donc voilà, on est un peu limite, mais voilà, on arrive quand même à faire des choses intéressantes. Pareil pour Jupiter. Voilà, Olivier va reconnaître, mais c'est avec le spectre. C'est pas les tiens. C'est pas les tiens. Je reconnaissais la méthode, mais... Voilà, parce qu'Olivier a fait un peu la même chose, on s'est dit, oh c'est super son idée, mais avec les spectres UVEX, en haute résolution. Tout ça pour dire qu'en fait, on a, c'est ça, le point extraordinaire à la spectro, c'est que là, toutes les étoiles sont identiques, mais quand vous regardez ici l'arrêt H alpha de chacune des étoiles, c'est totalement différent. C'est ce qui est génial en spectro. Tu as l'hémisphère sud, alors ne nous en mets plus. Alors on peut faire aussi, un peu la haute résolution, bon, sur une étoile classique, Mizar, là on voit, alors là voilà, on a grossi ici, donc on arrive à voir effectivement le dédoublement des raies. J'insiste pas trop là-dessus, qui correspond bien sûr à chacune des étoiles, etc. Donc ce sont quelques exemples. Et ici un exemple, alors très intéressant, donc de la fameuse SS 433, dont on a beaucoup parlé. Alors là l'intérêt c'est que en fait on a ici, c'est Stéphane qui a réalisé ces deux spectres, donc c'est au même moment pratiquement, avec le même réseau 3 centrés par millimètre, mais on a changé en cours de nuit, on est passé de 15 microns à 35 microns. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, alors le bleu ça correspond à 35 microns et l'orteil ça correspond à 15 microns, la jaune. Et donc effectivement, bien évidemment, la 15 microns est beaucoup plus résolvant. Là on voit qu'effectivement, on a 3 pics, alors qu'avec la 35 microns, on ne la voit pas. Mais qu'effectivement, on le paye par le manque de flux, et donc la 35 microns aussi permet de voir peut-être un peu plus de flux sur ce spectre, sur ce quasar qui est fait quelle magnitude, il n'est pas... 13. C'est 13. Voilà, donc là, ça montre l'intérêt de pouvoir changer très facilement la fente. Alors, on finit par... on travaille aussi ici dans l'infrarouge. Voilà, dans l'infrarouge, on voit les raies d'émission dans l'infrarouge. On travaille aussi dans l'ultraviolet, avec les raies du calcium. Voilà. Alors au niveau des perspectives, nous actuellement on passe beaucoup de temps à essayer donc de proposer à la communauté des solutions pour diffuser ce spectro, qui est en open source, en proposant des kits, parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas pro de la soudure en électronique, ça peut être rédhibitoire, et on trouve ça dommage, parce que voilà, nous on veut faire partager notre spectro à la communauté, donc on passe pas mal de temps à la diffusion à partir de notre site. Les systèmes de calibration, bon, c'est un sujet toujours ouvert, et c'est pas fini. Des rotateurs, bon, point d'interrogation, c'est une évolution possible, est-ce vraiment utile ou pas? Alors, je rappelle qu'un dérotateur, ça permet de changer l'orientation de la fente, ici, en ce qui nous concerne. Voilà, donc parce que, effectivement, l'atmosphère, vous savez que l'atmosphère décompose la lumière, et donc on a cet effet. Est-ce que c'est vraiment efficace ou pas?
à essayer. Alors ça c'est un point aussi que je trouve très important. Alors c'est Alpaca, il y a une erreur ici, ça c'est comme Alpaca. On en a parlé tout à l'heure avec Bouchard de chez Eliac sur la normalisation des fonctionnalités des spectrographes. Là l'intérêt c'est que maintenant de plus en plus on va avoir des spectroscopes qui sont motorisés. Alors l'intérêt c'est pas d'avoir un driver, certes, vous faites un programme qui gère les fentes, les machins. C'est pas ça. La finalité en soi, c'est que ces fonctionnalités soient complètement gérées par les systèmes, les logiciels d'acquisition, pour être totalement automatiques. Voilà. Alors, pour passer par là, comme pour les télescopes, comme tous les devices en astronomie, alors jusqu'à présent c'était Rascom, Indy, je ne reviens pas sur le débat, mais en fait, voilà, il faut une norme qui n'existe pas. Il n'existe pas de norme ASCOM spectro. Alors il y a des normes ASCOM pour tout, hein, sur les switches, les stations météo, machin, mais vous n'avez pas de normes ASCOM spectro. Et donc ça, je pense que c'est les enjeux majeurs, hein, c'est qu'à terme, maintenant, avec ces spectros qui apparaissent, qui sont motorisés, il faudra mettre ça à jour. Voilà. Alors nous, on développe un peu sur MaximDL, parce que en fait MaximDL permet de créer des plugins facilement, voilà. Mais nous on est à 50% MaximDL. Voilà. Parce que comme disait tout à l'heure Stéphane, effectivement les scripts il est à la limite je pense de la gestion parce que les scripts c'est pas fait pour faire des trucs comme tu fais, hein. C'est vachement compliqué, hein, et chapeau pour que ça marche. Là on utilise des vrais langages de programmation, enfin des vrais entre guillemets, hein, du C# ou des choses comme ça qui sont multi-thread, etc. Et donc c'est beaucoup plus facile à faire des choses un peu plus évoluées. Voilà, donc ça, c'est on travaille par exemple une image d'un séquenceur MaximDL où on intégrerait, hein, en fait, pour ceux qui connaissent un peu MaximDL, ça ressemble étrangement au séquenceur, mais on a rajouté ici les différents, la fente, on a rajouté les longueurs d'onde et les types. Dans les types, on a les calibrations. Voilà. Donc l'idéal à terme, c'est de pouvoir piloter tout ça par un logiciel d'acquisition. Voilà, alors je tenais à remercier aux bêta-testeurs qui nous ont aussi aidés à valider tout ce projet. Il y en a un certain nombre dans la salle. Et aussi à la Société astronomique de Cannes, dont on fait partie, pour le côté logistique. Voilà. Je vous remercie. Alors, en fait, c'est fini? Non, il reste 3 minutes. Il nous reste 1 minute. Une minute. 2 minutes, allez, vas-y, 2 minutes. Avec quoi vous réduisez les spectres? Allez, on va ouvrir. Alors avec quoi? Soit avec Isis, soit avec Spectre. Voilà. Et donc en fait j'ai développé, on est en cours de développement pour faire un plugin. Bon, j'utilise MaximDL, hein, mais pour intégrer SpecInti dans MaximDL, dans le Et ça marche pour des diamètres jusqu'à combien de télescope? Le spectroscope? Oui. Le problème, c'est qu'après, vous allez avoir un rendement qui sera mauvais, parce que si votre tâche est trop grosse, 300, on va dire 300. Oui, mais il y a de plus en plus de télescopes de 500 et jamais de specs pour les 500. Sur les 500, ça c'est luxueux. Il faut attendre. On ne travaille pas dans ces zones-là. Non, mais c'est possible, mais vous allez perdre de la résolution spectre. Oui, je sais, mais c'est juste qu'il faut faire des lentilles plus grandes. Ah oui, mais Les plus chers et plus gros. c'est pas notre créneau. Nous, on est dans le pas cher. Oui, mais il y a bien un moment qu'il faudra changer, parce qu'il y a de plus en plus de gens Des gros, qui observent en remoting, ils ont des moyens plus puissants, et tout ce qui est spectro n'est pas optimisé pour ces gens. Non, il faut aller chez Cheliac, là, par exemple. Oui, mais j'en ai parlé là, c'est bien. Pour l'instant, c'est pas... Non, c'est pareil. Pas sûr. Un échelle, par exemple, excusez-moi, mais un échelle, Comment? qui a un spectro génial, jusqu'à une résolution de 12 000, 15 000. Lequel? L'échelle, un spectro l'échelle, avec une fibre, franchement, c'est génialissime. Et vous allez On l'a testé sur des 1 mètre. La semaine dernière. On l'a testé sur des 1 mètre la semaine dernière. Ça marche.
Non, mais sans perdre la résolution, parce que j'ai lu Mais c'est pas le sujet en un fait. bouquin de Christian Bill qui disait que le spectro devait avoir la taille proportionnelle au Eh ben oui, mais Ah bah c'est ce qu'on dit. Hein. C'est pas des gros spectrographes, Nous, mais c'est pas. ils sont faits pour un public plus large. C'est ça. Oui, mais justement, c'est bien, mais au bout d'un moment, il y a un autre public qui vient gérer. Ah oui, mais... Alors, si vous êtes intéressé. La démo. La démo. Attends, développer une fente plus adaptée à nos besoins, parce que Pour le champ. là on utilise des fentes qui existent. Voilà, exactement. Et ça c'est effectivement. Mais là on utilise des fentes claires chez Liac, parce que bon, pour l'instant ça coûte un certain. Ça coûte pour développer un master pour faire des fentes, mais dès qu'on peut, on va développer ça. Donc en fait, l'idée c'est, là on en voit un, c'est une fente Cheliad de l'Alpi de base, qui est en nickel je crois, et en fait il y a plusieurs fentes dessus. Donc il y a la 10 micron qui est là, vous voyez là. Après vous avez la 35, et etc. Et on la 10, voit la 15 et la 35. Ouais. Bon, après on a on a du 50 et du 100, mais bon, après ça sert pas. Alors l'idée, ce que disait, ce qu'on disait, c'est que l'idée c'est de faire fabriquer des fentes plus grandes pour avoir plus de champ. Parce que c'est vrai que cette fente-là est un peu... voilà. Là c'est une petite 290, donc là le champ est un peu plus petit, mais moi avec la 178, je suis gêné par voilà, le boulon qui est ici. C'est l'axe de rotation de la fente. En fait, c'est tout le module de guidage qu'il faut que tu aies. Alors non, parce qu'en fait, on a du champ, c'est-à-dire même avec la 178, Oui. moi je dépasse la fente, et on a encore de la marge. Si j'enlève la vis, etc., j'augmente en hauteur et en bas, Ça passe. Effectivement, par contre, on aura sur les bords, comme vous avec Alpi, des défauts dus au fait qu'effectivement il faudrait agrandir le système. On peut faire un pourcentage avec une petite lunette de parallèle quand même. Qui vous Actuellement, centre, c'est qui ça. vous presse. Oui. Alors, Et après, c'est ce qu'on fait. Christian, c'est comme ça qu'on fait. Hein. En Oui, fait, bien on sûr. a un chercheur parce que le champ est trop petit et quand vous avez un télescope à f10 à 3 mètres de focale, comment Pour le moment, sauf si tu es dans la Voie lactée, tu as Dans plein la Voie d'étoiles. lactée, Bon, voilà. dans la Mais Voie lactée, tu as des... c'est Et en dommage. dehors, Mais c'est vrai qu'en dehors, c'est chaud. après ça dépend du rapport FD. Les fait à l'émou. Alors donc là c'est le logiciel UX Manager qui permet de tout diriger, de tout contrôler. Donc là vous avez vu tout à l'heure, j'ai pu un peu m'amuser à changer les longueurs d'onde en direct. Par exemple si je veux dans la région du calcium, je mets tout et je vais être sur la région du calcium. Donc là effectivement c'est là. Donc ça c'est le spectre de la lampe fluo compact qui est ici, la petite lunette, et puis le spectro ici, donc c'est la version Motorisée. Enfin, motorisée, c'est ça le terme exact. Donc là vous avez tout le minimum de la longueur d'onde de la fenêtre et le maximum ici. Alors évidemment là on est sur le 300 traits par millimètre, donc ce qui veut dire que la fenêtre, ça n'a pas trop d'intérêt de le faire. Mais bon là aujourd'hui on n'a pas le 1200, mais avec le 1200 traits, c'est génial parce qu'on peut passer vraiment de Plusieurs régions différentes. Plusieurs régions. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on va pouvoir aller dans l'infrarouge et on va voir ce que ça donne. Par exemple, si je me mets centré sur le sodium, voilà, on va se retrouver sur effectivement la partie sodium de la lampe, de la lampe. Mais on commence à voir à droite, ici, des changements de couleur bizarres. C'est rouge, puis après ça devient jaune, c'est bizarre. Et puis si on continue un petit peu, on va aller vers le 2. Voilà. On va obtenir, voilà, il commence à avoir des choses ici qui sont qui redeviennent bleues. Donc on se dit c'est bizarre. Et nous, enfin moi, je me dis, enfin, quand on a une caméra monochrome, on se dit bon, on voit des raies. On voit des raies. Donc, Il faut appeler Christian. Un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Il faut appeler Sauf que Christian. si on met la caméra en couleur, on dit ah non mais c'est bleu. Alors c'est quoi cette histoire? Et bien là bon j'ai plus de, je vais aller à 10 000 par exemple parce que c'est, voilà, on met carrément la longueur d'onde ici dans la petite fenêtre et puis on va pouf. Et là il commence à avoir des choses. Là on obtient du bleu, du vert, etc. Et donc en fait on est dans l'ordre 2 là. C'est ça qui est marrant. Voilà. Donc en même temps on comprend le système, comment il fonctionne. Et un truc pas mal c'est que si vous avez calibration ordre 0, dites qu'est-ce que c'est que l'ordre 0, vous comprenez comment fonctionne un spectro, et surtout en 2 clics. C'est-à-dire qu'en 2 clics, on passe de l'ordre 0 à l'ordre 1 à l'ordre 2.
Donc en même temps, on comprend le fonctionnement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il l'a dit. C'est vraiment quand on construit son propre spectro qu'on peut apprendre de la physique qui est derrière. On se rend compte qu'en fait, un réseau, ça donne l'ordre zéro, l'ordre 1. Et les élèves, ils se régalent, je présume. C'est l'idée. Oui, en fait, c'est un outil pédagogique extraordinaire, la spectro, hein, c'est clair. Hein, mais ça... Donc pour un autre truc qui m'avait bluffé, moi, quand j'ai fait les premières utilisations de cette chose, c'est-à-dire que, bon, il y en a qui sont sceptiques, c'est vrai, parce que c'est tout électronique, machin, etc. Mais en fait, à l'utilisation, moi je trouve ça génial parce que là ici j'ai la caméra de guidage. Bon. Ok, je vois déjà qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est que là la fente est bien verticale et puis là c'est tordu. Alors bon, ça veut dire qu'il y a certainement une des caméras qui est pas bien réglée. Parce que là on a il faut voir qu'il a voyagé, hein, le spectro là il a voyagé. Il vient de Nice. Il vient de Nice dans l'avion, dans la soute. On l'a ressorti juste maintenant pour vous et on a dû juste remettre les caméras comme ça. Donc on fait, et ce qui est génial, c'est qu'en fait ça ressort à peu près réglé. Et surtout, bah, si on est embêté, bah oui, c'est tordu. Ok, bah, on va dans Split. Ok, et puis on va donner un petit coup un peu. Carrément. Voilà. On va tourner dans un sens. Ah! Alors c'est marrant, ça tourne ici, ça tourne de l'autre côté. Bon, ok, c'est pas le bon sens. Pas de problème. Ça, c'est pas trop dur. Voilà. Voilà. Et puis en live, voilà, on remet nos trucs droites et voilà, notre truc est réglé. Bon, ça veut dire que la caméra de guidage, elle n'est pas... Voilà. Pareil avec la mise au point. C'est-à-dire que si on a la mise au point qui va un peu varier en fonction de la température, etc., eh bien, on va utiliser le logiciel pour pouvoir recentrer, remettre la mise au point correctement. Voilà, et vous avez vu le réseau. C'est les trois fonctionnalités qui sont sur... Et la calibration, qui est aussi utile, parce que on le gère, hein, tu peux jeter l'onglet calibration. Donc ça aussi, parce que nous, notre objectif, c'est tout gérer, quoi. Hein. Donc la calibration, bon là, il ne va pas marcher parce qu'on n'a pas... Là, si on appuyait sur le relais 3, voilà. en fait, on va faire ce genre de choses. Le spectro va envoyer la commande sur ce truc-là. Relais 3. Et le relais 2, on va lui mettre le nom Tungsten, donc on va allumer le Tungsten avec ce logiciel. Il va falloir qu'on y aille parce que là il y a d'autres Voilà.